Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un laboratoire où on regarde, on analyse et on critique les comédies françaises. Et aujourd'hui, on va faire un petit flashback, on va se replonger dans l'été, on va se faire les comédies de l'été. Autour de la table, j'ai deux chroniqueurs estivaliers mais qui balancent. Perrine Kenson, bonjour. Salut Daniel. Et Vincent Manilev. Salut. Donne-moi ta main et prends la Vous êtes titularisé. C'est vrai, mais c'est génial! Je suis Agathe Langlois et j'appelle pour connaître le lieu de ma titularisation. Reuilly Diderot? C'est sur la ligne 8, ça, non? Comment ça, très loin sur la 8? Allez, zou, en Picardie. Poussez-vous, descends à Cluny-sur-Seine. Laissez-moi passer. Là, ça y est, j'ai trouvé à me loger chez Habitant. C'est Gilbert, enchanté. Non, mais on est en quelle année, là? Voilà votre petit nid. Au téléphone, vous m'aviez parlé d'un studio indépendant. Quand vous fermez la porte, c'est indépendant. Bonne vanne. On commence bien l'année, on commence bien et on se replonge un peu dans cette rentrée scolaire, tout de suite, sans filet, puisque c'est l'école est finie, donc avec Bérengère Krief. Et j'aime bien ce mot du pitch, c'est en pleine campagne, c'est la douche froide. Les pieds dans la boue, à Trouilly-sur-Seine, la bonne humeur d'Agathe va être mise à rude épreuve. Perrine, est-ce que cette comédie t'a mise à rude épreuve ? Oui, c'est vraiment le bon mot à rude épreuve. Déjà, j'ai pas très bien pris, et je l'ai réentendu dans la bande-annonce, là, c'est que d'un seul coup, on dit que la Picardie, c'est pas bien. Enfin, où la Picardie, c'est la pied dans la boue et c'est loin sur la ligne 8. Alors, la Picardie, c'est pas sur la ligne 8 d'abord. Et d'autre part, j'en viens, ça va, c'est pas si horrible. On s'en sort. Le hasard, plus que tu vois cette comédie-là. On s'en sort très très bien et c'est pas si moche. Mais sorti de ça, non, c'est vrai que l'école est finie. En fait, ça m'a donné cette sensation de regarder un épisode de l'Instit. Mais genre un condensé de l'Instit, mais en film et avec une blonde Bérengère Krief, donc qui reprendrait le rôle de Gérard Klein, c'était ça son nom, ouais. Gérard Klein. Donc voilà. Et donc le truc c'est que ça, tous les enjeux de chaque épisode de l'Instit, donc je sais pas moi, aider un enfant en difficulté, trouver sa place, voilà tout ça. Et c'est tout dans le même film en fait. Et en derrière on essaie de faire des vannes. Donc ça ne fonctionne pas du tout, c'est vieux de chez vieux. Ça, j'aime pas dire ça, mais parce que c'est intensif, mais ça pue la naphtaline en fait comme film. C'est ça en fait, c'est que ça sent un peu, ça sent un peu le vieux. Il y a pas, surtout il y a un vrai problème, c'est que il y a pas tant de vannes que ça parce que elle arrive dans la boue, elle met ses pompes à talons dans la terre. Enfin, c'est des trucs que t'as vu et revu 15 000 fois. Elle loge chez l'habitant et chez les habitants, évidemment, c'est pas le 11e arrondissement. On dirait bienvenue chez les ch'tis. C'est non, parce que bienvenue chez les ch'tis, c'est drôle. C'est la mécanique Fish Out of the Water. Oui. Et le seul problème, c'est que au bout d'un moment, si je me souviens bien, il y a tout un truc de fantôme. Elle a peur des fantômes. Enfin, il y a tout un. Ah oui, il y a un truc avec un animal empaillé, non? Ouais. Enfin, il y a une sorte de fantôme. Il y a toutes les vannes que t'as pas envie d'avoir en fait. Non, puis surtout t'as pas envie d'avoir autant de complications en fait dans un seul film. C'est-à-dire que bon, déjà pourquoi pas l'histoire de la personne qui est pas au bon endroit et qui va découvrir que oh mon Dieu, la campagne en fait les gens ils sont gentils, ils sont bien et c'est des bons sauvages. Enfin un truc dans ce goût-là. Derrière on rajoute une histoire de cœur, derrière on rajoute une histoire de maladie, derrière on rajoute une histoire d'enfant isolé, derrière on rajoute une histoire d'un autre enfant qui a qui est un génie et que ses parents le reconnaissent pas. Enfin, bon, résultat, il y a les classicos. Oui, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a tellement de sous-intrigues que finalement aucune ne ressort et on ne sait même plus de quoi on est en train de parler, qui est le personnage central, qu'est-ce qu'on me raconte et où est l'humour quoi. C'est-à-dire dans cette histoire, je vois pas du tout la blague. La blague consiste juste à dire oh là là, la pauvre, il y a pas de H&M quoi. Juste un mot pour en finir avec celle-là. Bérengère Krief est quand même, j'adore cette fille. Je trouve elle dégage un truc vraiment intéressant au cinéma. Elle a l'air sympa. Elle a l'air en plus adorable. Enfin, mais même peu importe quoi. Non, mais je veux dire, elle a une bonhomie comme ça qui est engageante. Et Adopte ta veuf était plutôt réussi. Et là, il y a une espèce de partie de sa carrière où tu sens que il va falloir choisir le bon film au bon moment et pas juste faire meuf de Danny Boone dans le film de Danny Boone quoi.
En fait, je sais même pas. C'est-à-dire qu'à part donc Adopter un veuf comme tu l'as nommé et L'école est finie, c'était quoi ces autres. Enfin, moi, je bloque. C'est-à-dire que, en fait, je me rappelle d'elle comme, c'est horrible à dire, mais presque la meuf de Bref par moment. Donc en fait, c'est un petit peu dommage parce que je trouve qu'au contraire, elle a un potentiel comique qui est tout à fait vrai. Et là, d'un seul coup, dans ce film-là, elle est pas du tout dans le rythme. Elle est la blague, parce que l'humour, c'est quand même toujours une histoire de rythme. Et là, on est tout le temps à contre-temps. Et donc, c'est vraiment problématique. C'est dommage pour elle, d'ailleurs. Et avant de passer à une autre comédie et donc de passer à camarade Vincent Manilève, juste pour dire que Bérangère Krief a fait un petit caméo dans Bad Buzz. Et ça te marque une carrière à vie. Ah, mais oui. C'est vrai. Ah, bah, c'était ça, alors. Ouais, c'était ça. Vincent, toi qui es expert en Internet, on va s'écouter un extrait de ton film, Tamara 2. Ça va ? Tu fais quoi ? En fait, là, je cherche mon fils parce que c'est la première fois que je viens ici et je suis un peu perdue. Ah, ok, à plus, man. Excuse-moi, tu me parlais ? T'es DJ, influenceur ? Mais t'es qui en vrai ? N'importe qui peut le faire. Hein. Sors ton boule. Super, Tamara. Merci. De rien. Tu veux voir tout ce qu'elle fait? Tu peux m'abonner, moi aussi, pour moi, je deviens quoi? Une vieille peau? Ah non, danseuse étoile, c'est ça qu'on devient à 45 balais en général. C'est quoi ça, Milou, comme marque ? Ils veulent que je porte leur fringue sur Insta, ils disent que je suis une influenceuse. Mais non. Bon, j'y vais, hein, le business m'appelle. Toi qui es expert en l'internet, Vincent Manilève, je sais que cette fine analyse du monde de l'internet et des influenceurs, tu as été impressionné. Cette manière de monter comme une étoile filante de Tamara 2, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors pour moi, c'est vrai que Tamara 2, c'est vraiment un film important dans l'histoire du cinéma français parce que je pense que c'est le premier film qui met en scène, un des premiers en tout cas, qui met vraiment en scène le personnage d'influenceur, d'influenceuse. Et j'ai pas vraiment vu ça jusque-là. Et effectivement, c'est toute une partie de l'arc narratif, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Après, je trouve ça complètement foireux pour différentes choses. Enfin, par exemple, elle va faire une photo d'elle un petit peu pour gagner des abonnés. Elle va mettre le hashtag pornfit, enfin porn pied quoi, en gros, alors que ça ne mène que vers des personnes un peu douteuses sur Instagram. Tu l'as analysé, hein, pour. Ah ouais, mais parce que les hashtags apparaissent sur l'écran, etc. Enfin, ça me faisait rire tellement c'était exagéré, etc. Les stories qui sont normalement verticales là sont horizontales dans le film. Donc enfin là je me dis non c'est pas possible. De qui se moque-t-on ? Qui a relu le scénario ? Enfin est-ce qu'ils ont consulté les bons millennials, ce genre de choses, etc. Et non mais il y a d'autres trucs. Enfin elle devient influenceuse. Il y a des marques qui la contactent. Elle doit avoir 30 abonnés. Enfin moi j'en ai un peu plus. J'attends toujours les contacts d'Oreo ou de BN. Enfin j'attends. Enfin j'ai toujours rien là-dessus. T'as eu Lidl ? On va en parler je pense de Lidl avec les affamés peut-être mais tout cet aspect là j'ai trouvé ça assez grotesque et puis même de manière générale les personnages c'est un peu des caricatures et c'est un peu bizarre parce que pourtant il y avait un potentiel et je trouve que tout n'est pas acheté parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont un peu à la mode en ce moment. Il y a une espèce, il y a notamment Panayotis Pasco qui est en train de monter, qui veut faire de la scène, un spectacle. C'est un ancien de Quotidien et tout, qui joue un petit con dans le film que je trouvais plutôt réussi là-dessus. Il y avait Blanche Gardin qui pour moi m'a permis de pas complètement sombrer dans le film où elle est ultra relou avec Nikos Aliagas. Elle veut absolument, je crois, se taper Nikos Aliagas et elle va le voir à des soirées parce qu'elle le croise, etc. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Mais après, globalement... Formidable Starrock. mais globalement, juste pour résumer un petit peu l'idée du film, il y a une scène que je trouve assez symbolique de ce que c'est qu'à un moment, il danse sur une scène de casino de manière un peu fantasmée, etc. Et c'est une scène qui est complètement surréaliste parce qu'en gros, c'est un mélange de Danse avec les stars, dont est issu aussi Ryan City, si je ne me trompe pas, et de Dragon Ball ou de gros Hadouken ou genre de choses. Ils font des Hadouken sur scène. Ouais, c'est ça, ils font des Hadouken sur scène, des boules de feu, ça tourbillonne dans tous les sens. Et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sautent sur les tables et puis après, ils vont se faire des câlins sur la plage. Et ce genre d'expérience, moi, au final, ça m'a quand même marqué. Tu vois, j'ai même pas eu besoin de trop me replonger dedans pour m'en souvenir. Et c'est vrai que cet été. C'est un peu parce que t'es un peu in love de Ryan Bensetti, un peu. Comme les jeunes filles qui étaient dans la salle, c'est vrai que quand il est à la piscine, il enlève son t-shirt, ça tombe comme des pommes, quoi. Enfin, on a entendu des petits cris dans la salle, vraiment. C'est vraiment un film cheesecake pour les jeunes filles. Et voilà, je pense que ça sort de notre domaine de compétences. Nous, c'est l'humour. Ryan, non, je crois que ça nous dépasse un peu.
Ouais, voilà. Et puis même, c'est globalement pas super drôle, quoi. Non, c'est pas très drôle. Ce qui est bizarre parce que le réalisateur a quand même réalisé La Colle qui était vraiment bien. Et que j'ai vu il y a pas longtemps sur tes conseils et que j'avais plutôt bien aimé. Plutôt bien, La Colle. C'était vraiment pas mal. Et du coup, tu sentais que Tamara 2 c'est basé sur le succès de Tamara 1, donc du coup, il fallait un peu milquer, comme on dit, sur la licence. Ouais. La licence, bientôt il y aura un Tamaraverse, puisque c'est l'adaptation d'une BD. Mais après, par rapport au 1, ils ont un peu mieux géré le côté polémique sur le fait qu'elle soit pas vraiment en surpoids non plus. Il y avait une polémique, ils disaient pour le 1, elle avait dû prendre 12 kilos, ils faisaient un peu leur campagne marketing là-dessus, ce que je trouve ça assez ridicule et vraiment malvenu. Là, je pense ils nous ont peut-être légèrement mieux géré ça, mais bon, c'est vrai qu'on est loin du personnage de la BD, qu'on retrouve pas le même esprit. Je pense qu'on a fini avec Tamara 2 et on va vous présenter une petite surprise de cet été. C'est un film, pensait que c'était une comédie, mais en fait pas du tout. D'habitude, je mets des coups de pied dans le réservoir, ça marche, mais pas là. Vous avez mis quoi comme essence? La moins chère. D'accord. Vous pourriez pas me ramener chez moi? Prune. Oh. Et où, maman? C'est toi qui m'emmènes à l'école? Moi, je vais bosser, là, gamin. Tu vas te foutre dans le canapé et tu vas regarder des dessins animés. C'est quoi, ça? Bah, c'est Otis. Ok. Vous l'avez reconnu, c'est Éric Judor. Et on aime bien Éric Judor, ici à MDR. Et là, ce film s'appelle Rouler jeunesse. Et pourquoi je dis que c'était une surprise, on pensait voir une comédie. En fait, tout indiquait une comédie. Le trailer a l'air d'une comédie. Il y a des vannes, et tout est une comédie. Et à un moment, ça bascule. Il y a une turning point dans le film où tout d'un coup, c'est plus du tout une comédie. Perrine, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? En fait, je savais pas trop vraiment à quoi m'attendre, sachant qu'on peut pas s'attendre à ce qu'on va voir quand on va voir un film avec Éric Judor, parce que Éric Judor, c'est le mec d'Eric et Ramsey, on a cette idée-là de base en tête, mais c'est aussi le mec qui a joué dans Les Nouvelles Aventures d'Aladin, c'est aussi le mec qui était dans Problemos, il joue chez comment il s'appelle, Quentin Dupieux, donc vraiment il a une sorte d'univers comique qui est très très large et qui fait appel à tout style d'humour en fait, plus ou moins. Dans chaque clientèle, il y a un Éric Judor pour toi en fait. Et donc on sait pas trop à quoi s'attendre quand on va voir Rouler jeunesse. Et je m'attendais pas tellement, encore une fois, à un film que j'ai envie de comparer à Problemos d'une certaine façon, parce que alors ça n'a rien à voir avec l'humour acide et ultra violent de Problemos qui moi m'avait fait mourir de rire. Mais on retrouve cette idée d'un Éric Judor qui parle de vraies problématiques. C'est-à-dire que d'un seul coup dans Problemos on parlait des problématiques un petit peu presque futuriste, cette idée de nouvelles sociétés, d'utopie, etc. Enfin, comment s'adapter avec les nouveaux courants actuels ou pas. D'ailleurs, est-ce qu'il faut s'y plier ou pas? La réponse, je crois que c'est un petit peu non à la fin du film. Mais là, on est encore une fois dans des problématiques, mais cette fois-ci très ancrées dans le réel, des enfants, d'enfants, parce qu'en fait, c'est un type qui va se retrouver à gérer des gosses qui ont été abandonnés par leur mère d'une certaine façon et suite à un coup d'un soir et qu'il a même pas eu. Qu'il a même pas eu d'ailleurs, parce que il a même pas pour le coup, il revient bredouille un peu. Voilà, et broucouille comme diraient d'autres dans certaines situations. Parce que je l'ai vu hier encore. Et donc en fait voilà, il se retrouve dans cette situation de devoir s'occuper de ses enfants et le film devient une espèce de plaidoyer presque pour la maltraitance, enfin une réflexion autour de la maltraitance, une réflexion autour de l'enfance et à double niveau, c'est-à-dire l'enfance, donc ces 3 enfants qui ont été abandonnés par leur mère, qui donc a des problèmes avec la drogue, c'est quelque chose qu'on découvre assez rapidement, et lui qui a un problème avec sa mère d'émancipation, comment on s'impose quand on est une sorte de Tanguy. Elle est super bien en plus, sa mère, elle joue vraiment bien. Brigitte Rohan, elle est admirable. Elle est extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde joue très très bien dans ce film. C'est-à-dire que le film est d'une justesse. En vrai, moi je trouve que le film est vraiment très juste, même carrément touchant. Mais c'est-à-dire que si on y va pour avoir une franche rigolade, on se prend un bon panneau dans la figure. En fait, c'est assez violent en fait. Une heure du film, tout d'un coup, ils balancent le truc inimaginable en termes de comédie. Et en fait, ça tue tout, quoi. C'est vraiment un tue rire, c'est un tue l'amour. Il n'y a plus aucune chance de rire après ce qui se passe. Et c'est pour ça que je pourrais pas objectivement
recommander ce film. En tant que comédie, non, mais après, en tant que drame social, comédie dramatique, j'ai envie de dire. Encore une fois, la comédie dramatique, c'est vraiment un genre un peu fourre-tout dans lequel on met un peu n'importe quoi. Et là, clairement, celui-là, il se marketait comme une comédie pure, quoi. Et je me suis senti à la fois floué, à la fois j'étais admiratif devant quand même, c'est un film assez compliqué et finalement qui embrasse une thématique qui est pas simple, et puis surtout c'est pas simple d'avoir quand même donc ce personnage principal qui est Eric Judor, qui va faire son parcours personnel d'apprendre à prendre des responsabilités, devenir un adulte, et on a à côté 3 enfants. C'est pas simple de gérer 3 enfants qui jouent bien en plus. C'est surtout le gamin de 7 ans qui est absolument très rare hallucinant. de voir des gamins aussi bien jouer, surtout en France et tout. C'est vraiment... Sans être chiant. Hein. Ouais, non, ils sont vraiment super. Alors, du coup, Rouler Jeunesse, j'ai envie de dire, allez-y, mais surtout, faites gaffe, si vos trigger warning, c'est l'abandon d'enfants, et pire, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment, je peux pas spoiler ce qui se passe. Vincent, je suis désolé, tu me regardes avec tes petits yeux, genre, raconte-moi. Tu me l'as dit. Je t'allais envoyer tu me l'as spoilé, tu m'as pas demandé mon avis. Ah merde, je suis désolé. Je crois que c'était un texto qui est surgi comme ça. C'est pas grave. Bon, désolé. Mais en tout cas, Rouler Jeunesse, je recommande, mais avec des pincettes, quoi. Non, mais en soi, ça reste assez surprenant parce que je trouve que c'est encore une facette de Eric Judor que je connaissais pas, qui est capable de très bien gérer le drame pour le coup, et aussi de Laure Calamy dans le film, je l'ai trouvé, on l'a vu aussi dans des films qui sont loin d'être comiques. Laure Calamy, c'est pas la question, mais c'est juste qu'elle, pareil, elle a toujours elle sait marcher sur cette ligne assez fine à la fois d'être drôle dans son attitude, dans sa manière de parler. Quand elle envoie chier Eric Judor, c'est vraiment très drôle, mais et en même temps, elle arrive à toucher une corde sensible, à être dans ce registre-là sans jamais que ça paraisse ni forcé ni faux. Et donc je le recommande parce que c'est intéressant, mais n'y allez pas parce que vous êtes dit je vais pouvoir me manger du popcorn et un soda et bien rigoler, quoi. Alors, on va passer à la phase soda, on va passer à la phase popcorn, on va passer au roi de l'été, puisque c'est la comédie qui marche le mieux cet été et continue de bien marcher. C'est un peu l'empereur, c'est celui que tout le monde attendait, un peu comme le sauveur de la comédie française. On va s'écouter le trailer. Comment je fais pour faire plus local? Mais qui se débrouille chez nous, comme ça avec la famille. Alhamdoulilah. Shabbat shalom. Mashallah. Mashallah, Khoya, c'est la rota là, mais tu l'as pas. L'avantage quand on a touché le fond, c'est qu'on ne peut que remonter. Mashallah. J'ai besoin de toi pour gagner, cousin. Ah, mais moi je veux que tu perdes comme une grosse merde. Hein. Quoi? Je serai en quelque sorte un peu votre Macron. Non. Mais de gauche. Vous l'avez reconnu, c'est Neuilly, sa mère. C'est un peu la suite qu'on n'a jamais demandé. D'un film qui était bizarrement attirant, en fait. Neuilly sa mère, je continue encore un peu de le défendre. Il y a vraiment des visions d'horreur dans Neuilly sa mère. Ce moment où il ouvre la porte et qu'il y a les photos de Sarkozy partout et que t'entends, c'est quelqu'un qui m'a dit, presque en Asmer, tu vois. Vraiment, il y a un truc vraiment violent dans le premier Neuilly sa mère. Et là, Neuilly sa mère, et je le trouve encore plus violent. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Vincent? Effectivement, l'intérêt du 1, c'était de nous emmener à Neuilly, donc de rire des gens de droite, des sarkozystes, etc. Donc il y avait un côté un peu assez attirant, très caricatural, etc. Là, le second, en fait, j'ai l'impression qu'ils auraient aimé que ça soit encore Sarkozy ou Hollande au pouvoir, pour pouvoir continuer à explorer cet univers-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, ils ont voulu faire une comédie de l'ère Sarkozy-Hollande en essayant de rattraper un petit peu l'ère Trump, Macron, parce qu'il y a des petites blagues sur Macron, il y a un personnage d'extrême droite qui se coiffe comme Trump, etc., mais qui a des origines... qui est arabe. Qui est arabe à la base, etc. En fait, le truc, c'est qu'il déplace la comédie à Nanterre, dans un... La cité Picasso. Picasso, je sais pas. C'était la cité Picasso. Ouais. La cité Picasso, donc c'est les fameuses tours nuages qui sont assez connues, qui sont assez horribles en fait, parce qu'en termes de design, en plus, ils ont des toutes petites fenêtres rondes. Les gens, ils ont même pas de... Enfin bref, je pas, c'est un peu mon kink architecture urbaine moche, etc. Mais pour le coup, il déplace ça, et en gros, on va suivre le personnage donc du jeune garçon sarkozyste qui va tout faire pour s'emparer de la mairie, et donc il va user de tous les
stratagèmes pour soulever le vote populaire des personnes d'origine immigrée, etc. Et en fait, c'est très 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 cynique. Effectivement, il y a une espèce de violence. Le personnage principal, au final, devient un peu secondaire parce que lui, il fait un peu son petit truc à Sciences Po, etc. et tout. Ouais, non, mais lui, c'est pas l'intérêt en fait. L'intérêt, c'est le fiche à auteur. Encore une fois, c'est le personnage du Bourge qui est plongé à Nanterre et qui se dit que je vais conquérir. C'est Nanterre, ouais. Que je vais conquérir un peu à la manière de Jean Sarkozy, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va voir tous les partis de l'extrême droite à En Marche, donc qui est ambiance start-up, l'extrême droite, donc avec ce faux Trump. Il va voir la gauche aussi. Il va voir absolument tout le monde. Et c'est une espèce d'arriviste complet. Et à la fin, tout le monde célèbre. Enfin, je peux spoiler, on s'en fiche. Tout le monde célèbre la victoire de cet homme qui a fait en sorte de manipuler un petit peu les foules, de se positionner au meilleur endroit. Enfin, c'est un sarkozyste un petit peu. Hein. Il a bien su trouver son chemin et tout. Et moi, j'ai trouvé ça assez cynique. Après, il y a dans ce film-là des caméos qui sortent, des caméos de l'espace. Alors, on peut le dire. Il y a Arnaud Montebourg. Et Arnaud Montebourg a son petit rôle de cinéma. Ouais, qui est donc prof à Sciences Po là-dedans et qui fait à la fin la promo de sa société d'apiculteurs où en gros il est sur sa camionnette, il fait allez j'y vais et puis il tape sur la camionnette et t'as le gros logo de sa société machin etc. Il y a pour moi le caméo le plus emblématique de ce film et je pensais jamais prononcer ce nom à MDR mais bon je me lance, c'est Julien Drey. Pourtant c'est un personnage comique assez incroyable. Julien Drey est dans ce film et il m'a rappelé un peu le rôle d'Ariel Zetoun dans Star 80. C'est-à-dire alors là tu m'en demandes trop. Il regarde, c'est du metagame, il regarde ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ce petit bâtard, cet enfoiré qui est en train d'essayer de gravir les marches de Nanterre et il se dit et il voit ça comme Macron en fait, il le regarde comme si c'était mini Macron et il fait à la fin genre il nous a bien enculé genre nous la gauche. Et ce qui fait de ce film le métafilm de l'échec de la gauche. Et je pensais pas avoir un truc aussi, c'est super violent parce que ça se moque de tous les gens qui ont encore des idéaux. C'est fait avec un énorme cynisme, c'est vraiment, ça m'a vraiment dérangé, quoi. Ouais, et puis il y a un petit caméo aussi de Gérard Miller qui diagnostique une sarcosite aiguë, je sais pas quoi. Enfin, en fait, c'est que quand on prend l'échiquier politique actuel et qu'on calque ça sur le film et qu'on se dit donc il y a ces politiques là, il y a Drey, il y a Montebourg qui sont allés là-dedans se moquer d'eux-mêmes un petit peu et en même temps avoir une espèce de positionnement très très bizarre sur leur propre combat politique et qu'on voit ça ce film-là, mais enfin moi en fait j'aimerais presque une analyse sociologique, voir ce qui s'est passé, comment ils ont été convaincus de tourner dans ce film-là parce que c'est assez délirant et c'est assez violent. Et pour dire à quel point il est on va spoiler une petite vanne, à quel point il est vraiment démago, il est prêt à tout, c'est qu'à un moment le jeune garçon il couche avec Josiane Balasco, enfin il y a cette scène de cul avec Josiane Balasco. Oui, non, Perrine. C'est quoi ce film ? Josiane Balasco qui est responsable de l'examen final du héros et donc le petit copain, enfin le copain arriviste vient l'aider en allant coucher avec Josiane Balasco. Ça dure 3 minutes de cris de Josiane Balasco derrière un mur, etc. Et à la fin, l'autre peut passer son examen. Mais l'autre n'en a rien à faire. Et puis à la fin, c'est tout le monde, ouais, on a gagné, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de caméos. Il y a j'ai un trou de mémoire, France Inter, Charline qui joue une juge. Ouais, une juge. Ouais. Non, il y a vraiment, c'est vraiment caméoland. C'est vraiment, ça fait vraiment le film de copains un peu, mais sur qui a entériné la fin des illusions, quoi. Et puis en termes d'humour, ça repose uniquement sur les petites phrases de Sarkozy, le Karcher, etc. Et c'est pour ça que moi j'ai l'impression que c'est un film qui a déjà 5-6 ans. Il y a un peu de ça. C'est un truc basé sur le Canard enchaîné. Ils ont pris le Canard enchaîné de chaque semaine. Ouais, on va prendre les punchlines. Ou les meilleurs faux, en fait les plus nuls comptes humour Twitter, genre on se marre et tout. Regardez mon montage photo. C'est un peu humour de droite, un peu du coup. Non mais ils ont copié le humour de droite ou humour de droite le compte Twitter. Non, c'est vrai. Je m'étais souvenu juste, on a fait le tour des principales comédies et je me suis souvenu de quelques comédies qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé parce que elles sont sorties en juin.
Et on n'a presque pas parlé de Budapest. Perrine, toi, tu as aimé Budapest. Je pense que je fais partie des rares personnes qui ont aimé Budapest, mais oui, étonnamment, parce que honnêtement, en allant le voir, je me suis dit, ça y est, je vais avoir une sorte de very bad trip à la française, et c'était vendu comme ça, hein, clairement, tout dans l'esthétique, la bande-annonce, tout était. La promotion, ils faisaient des parties, des soirées des glingos dans les cinémas Normandie. C'était vraiment cette idée que ça va être very bad trip, quoi. Et donc, bon, je me suis dit, ça va pas voler bien haut. Encore un délire de cum. Non, pourquoi pas. Enfin, mais je me suis dit, ça va pas voler bien haut, en tout cas. Et résultat, ma surprise a été énorme, parce que si ça commence un tout petit peu comme ça, quand ils décident d'aller pour la première fois, donc c'est des types qui décident de créer leur entreprise d'enterrement de vie de garçon à Budapest, donc, et ils vont tester ça à Budapest, et c'est bien sûr ça se barre clairement en very bad trip. Après, le film fait une sorte de pause, c'est-à-dire au bout d'un moment on te dit voilà, ça on l'a passé, maintenant on vous raconte un petit peu vraiment l'histoire. Et ce qui m'intéresse, c'est que d'un seul coup on a un film qui est un film sur la revanche sociale, c'est un film sur le désir masculin, sur l'idée qu'il ne faut pas réaliser ses fantasmes forcément. Je trouve qu'en fait il y a une profondeur dans ce film qui est beaucoup plus étonnante que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord, et je le trouve terriblement bien joué, d'une part, par Manu Payet et par Jonathan Cohen, et aussi surtout par les actrices qui étaient Alice Belaïdi et Alix Poisson, si je ne dis pas de bêtises, qui ont des rôles féminins très intéressants, parce que j'avais très peur, encore une fois aussi, de ce type de comédie entre couilles, en me disant ça va être les personnages féminins vont faire un bon rôle de pot de fleurs, et en fait c'est des personnages avec énormément de caractère qui guident les personnages masculins, qui remettent en question les personnages masculins, et qui au bout du compte ont un vrai impact dans le film, en fait, qui ne sont pas juste là pour approuver ou faire de la déco ou piquer les crises, en fait. Et je trouve que c'est pour ça que en vrai le film a une complexité, le vrai truc débile, et qui marche très bien pour moi, le facteur débile, c'est Monsieur Poulpe, et qui pour moi fonctionne à merveille dans le film en réalité. Et je trouve que voilà, il y a une. Il a repris son perso de Taxi 5, il a juste un peu. Ah oui, j'ai même pas vu Taxi 5, mais c'est vrai que. Il a rajouté des tatouages et une teinture blonde. Il a pas besoin de rajouter de tatouages, je crois moi. Mais en fait, je sais pas, j'ai été vraiment assez étonnée de finalement ce que le film avait à raconter sur ces personnages-là, qui en fait sont des gars qui sont donc rentrés dans de grandes écoles parce qu'ils faisaient partie d'un certain quota. Et ce qu'on leur reproche en fait. Une perte de sens. Non, de quoi? Non, une perte de sens par rapport à leur métier. Enfin, c'est tout le oui, ils ont une perte de sens, mais c'est vrai qu'on leur reproche souvent d'être entrés dans cette école parce qu'ils faisaient partie d'une sorte de quota. Et donc il y a tout un truc de revanche sociale, comme quoi eux ne valent pas ceux qui viennent des grandes des tu écoles. Vois, ce passage-là, de passage de l'école, les 5 premières minutes, les 10 premières minutes, je les trouve super en fait. Je trouve qu'il y a un truc super violent. On s'éloigne quand même pas mal de. Enfin, pour le coup, j'ai l'impression qu'après cette question-là de revanche sociale, etc. Pour moi, elle est liée au fantasme en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, derrière, ces types-là donc sont dans cette revanche, ils vont trop loin dans la revanche, c'est-à-dire qu'ils confondent l'idée de se prouver à eux-mêmes et de se réaliser eux-mêmes, ils confondent ça avec l'idée d'aller trop loin dans le fantasme, de faire la fête et de sortir et il y aura un rétropédalage qui est notamment provoqué par les femmes, mais je trouve que c'est ça je trouve que c'est vraiment plus intéressant que ça en a l'air. J'ai un vrai problème justement avec le rôle des femmes qui sont un peu Alice Belaïdi, c'est la petite copine parfaite qui est prête à tout pardonner. Pas tant en fait. Ouais, mais en fait. Elle a sa limite. Ouais, je sais pas, c'est pas super évident. Et puis surtout, le Deus Ex Machina des femmes, finalement, c'est de finir, c'est la même fin que. J'ose pas le dire, mais c'est les Inconnus, le film Les Trois Frères 2, quoi. C'est la même fin que Les Trois Frères 2. C'est à la fin, c'est les meufs qui raflent le bagot et voilà, quoi. Je me souviens plus de la fin. Non, mais c'est violent comme comparaison. Non, parce que je crois que j'ai fait un blackout sur Les Trois Frères 2, en fait. J'ai décidé d'oublier. Moi, j'ai pas trop aimé, mais j'entends ce que tu dis. Et surtout, Jonathan Cohen, en fait, le problème, c'est que. Enfin, le problème, sa qualité, c'est que tu lui donnes n'importe quoi. Il est super bon. Mais moi, il fait ce qu'il veut. Il lit le beau temps, ce type, je le trouve extraordinaire. Il est tellement extra, ce mec. Après, moi, le problème que j'avais, et puis aussi avec son personnage, c'est que dès le début, pendant une grosse partie du film, les personnages des femmes sont montrés comme castratrices, c'est-à-dire qu'elles les empêchent de s'épanouir, etc. Oui, mais non, parce qu'en fait, après, elles les aident complètement à réaliser leur projet. Elles se le réapproprient aussi, c'est-à-dire elles font ça aussi pour se venger. Enfin, il y a une question de vengeance. J'ai pas l'impression qu'elles leur permettent une vraie libération par rapport à tout ça. Enfin, je sais pas, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Tu parles de violence sociale et de vengeance sociale, et écoute, tu vas avoir ta chance puisque Les Affamés. Les Affamés, c'est complètement inaperçu, mais tu l'as adoré, Les Affamés.
Ah bah ouais, enfin moi les films qui te promettent de niquer le système, moi c'est ma cam. Hein, et avec Loan en plus. Littéralement, donc avec ils passent leur qui nique temps le système. à dire nique le système tout le temps. Le seul problème, c'est quelles sont les mesures déjà qu'ils trouvent pour niquer le système, parce que ça, tu vas voir la comédie. J'ai malheureusement pas vu le film. Mais tu vas voir. C'est génial, il y a toute une séquence sur fond musical où en gros ils expliquent leur méthode, parce qu'en gros c'est des jeunes de 25 ans qui ont des petits boulots, qui réussissent pas à trouver autre chose que des stages, etc. Enfin, c'est toute la crise un peu existentielle d'une certaine génération qui existe, hein, bien sûr. Et leur méthode pour se venger et se faire entendre, c'est récolter les coupons de réduction chez Lidl, on en a accumulé le plus possible, dans un escalator qu'on suppose à la Défense, bloquer les hommes en costard qui vont travailler, c'est-à-dire se mettre sur toute la largeur de l'escalator pour les empêcher d'avancer plus vite vers leur bureau. Et là, j'ai envie de dire, nique le système. Et là, avec Daniel, on s'est regardé pendant cela, ben là, c'est ça, niquer le système, c'est là, on y est, on tient la révolution, on tient ce discours-là. Et puis elle fait des vlogs en même temps, elle raconte sur son site, et puis les gens se mobilisent en même temps, avec des likes et tout ça, enfin, des gens motivés. C'était dingue, quoi. C'était nul. Et à la fin, surtout la morale. Ah oui, qui sauve le système? Qui sauve le système? Qui sauve Loan? Personne ne peut deviner, c'est McDonald's, puisqu'elle va travailler chez McDonald's. Et McDo est présenté comme le gros sauveur des jeunes. Voilà, c'est ça. Wow. Et c'est incroyable de voir ce film tout d'un coup. Quentin, il vient de tomber à la renverse. Il y a sa mâchoire, je pense qu'il est... Mais il a failli tomber, je l'ai vu. Là, il a marché dans sa couille. Mais c'est incroyable. À la fin, McDo, c'est le. C'est vrai, c'est le premier employeur. C'est Aragorn à la fin du Retour du Roi. C'est vraiment ça. Mais moi, s'il y avait eu le texte premier employeur, donne sa chance, adapte à l'emploi du temps, s'il y avait eu ce texte-là en blanc sur les images des dernières scènes, ça m'aurait même plus choqué. Enfin, c'était complètement sur la. Donc voilà, Loan chez McDo, c'est l'avenir de la comédie sociale atroce. Et tu voulais terminer avec une note un peu positive. C'est un film que je n'ai pas vu et ce n'est pas vraiment une comédie. Non. Mais c'est un film qui est sorti donc à la fin de l'été, puisque c'est sorti le 20... Non, je dis une bêtise complètement. C'est sorti en septembre ? Je ne sais plus. Septembre ou 29 août, je ne sais plus, enfin peu importe, mais tout très récemment. C'est Guy de Alex Lutz qui était donc à la clôture de la semaine de la critique à Cannes cette année, et donc il raconte cette histoire de Guy Jammet, qui est un chanteur populaire, un petit peu comme si comment il s'appelle, Claude François n'était pas mort en changeant une ampoule. C'est un peu ça, voilà. C'est comme s'il avait vécu ce type de chanteur yéyé qui reste populaire surtout chez ta grand-mère, un petit peu comme Franck Michael, si des gens connaissent et ont des grands-parents qui vont voir Franck Michael. Je respecte Franck Michael. Ben oui, je respecte totalement parce que ma grand-mère est fan. Et donc voilà, et c'est cette idée. Et Joe Dassin aussi. Et Joe Dassin, non mais voilà, mais c'est vraiment ce type de génération qui a connu une époque un peu yéyé. Donc on pense à Eddie Mitchell, on pense même à Johnny d'une certaine façon. Enfin, on pense à plusieurs de ce type de personnes, et même à Belmondo, parce que Alex Lutz joue ce Guy Jammet comme une sorte de Belmondo. C'est assez marrant d'ailleurs. Et donc Alex Lutz qui a pris 30 ans dans la figure avec du maquillage, hein, c'est très impressionnant dans le film pour le coup. Et en fait je trouve que le film est touché par la grâce, littéralement est touché par la grâce. Ok, c'est pas totalement une comédie, même s'il y a des vannes dans le film, je pense qu'elles sont devenues aussi cultes pour moi que des répliques d'OSS 117. C'est vraiment très très drôle. Mais on raconte un film qui est sur une génération, cette génération-là, mais surtout qui est à la fois transgénérationnel, ça touche tout le monde, puisque ça pose la question de qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce que c'est que de vieillir, qu'est-ce que c'est que de transmettre. Et en fait, il y a quelque chose de très, je sais pas comment expliquer, le film arrive à toucher du doigt une sensation, un truc qui est dans l'air, qui n'est pas du tout explicable, et à provoquer une émotion très très forte, une émotion assez nostalgique, une émotion réflexive, où forcément on se pose cette question nous-mêmes en disant, qu'est-ce qu'on va laisser de tout ça, qu'est-ce qu'on va transmettre, qu'est-ce que notre expérience peut apporter à ceux qui arrivent après, et en même temps comment on peut continuer à vivre en ayant connu quelque chose et qu'on n'a plus, donc lui en l'occurrence une certaine gloire, et donc ne pas devenir une vieille gloire. Et c'est quelque chose qui est vraiment ils arrivent à toucher quelque chose, notamment en créant des chansons. Je trouve que c'est assez formidable, parce que le film, à un moment donné, j'étais persuadée que Guy Jammet existait, d'une part, que ce mec avait vraiment existé vraiment, et d'autre part ils ont créé des chansons pour le film, donc un peu style yéyé, il traverse plusieurs époques, c'est assez drôle. Et à un moment donné, j'étais genre, ah oui, je la connais celle-là. Bah non, du coup, tu la connais pas, puisqu'elles ont été inventées pour le film. Mais ça fonctionne. Avec toi-même. Ouais, je suis vraiment dure avec moi-même. Mais non, mais en fait, ça fonctionne tellement bien qu'il y a la suspension of disbelief, comme on dit dans le cinéma, c'est-à-dire le fait de mettre de côté son cynisme ou sa crédulité et de croire. Et ben, ça fonctionne à merveille avec ce Guy Jammet, en fait. Et je trouve qu'Alex Lutz
Vraiment avec son côté transformiste, son côté de jouer tout le temps le personnage à fond, sans jamais dans la parodie, sans jamais se moquer de ce type de personne. Il arrive à toucher quelque chose de très juste tout en étant excessivement drôle. Bon, j'allais faire l'impasse, tu m'as convaincu. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les comédies d'été. Non, en fait, il y en avait d'autres, mais il faut faire des choix parfois. Merci à Quentin, le bingeos d'amour à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcasts et sur toutes les applis dédiées. Et également sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Je tiens aussi à remercier le public qui est venu pour la première et c'est comme on l'a enregistré en direct, voilà, on était chaud bouillant. La semaine prochaine, attention, c'est une vraie comédie de senior, je crois qu'on peut dire ça comme ça. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt, ciao.